Beau bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire, l'épisode 146 déjà, intitulé Pratiques incontournables pour les gestionnaires en milieu syndiqué. Vous voyez, vous apercevez peut-être le logo de l'Assemblée de la francophonie sur cette diapositive. On tient à les remercier très sincèrement pour leur généreux soutien financier qui contribue à la série de webinaires cet hiver. Merci beaucoup à la FO de rendre tout ça possible. Un webinaire sur les syndicats, sur le rôle des gestionnaires. Bon, on est vraiment ici aujourd'hui pour aborder un sujet qui est vraiment important. Comment mieux ou comment bien collaborer avec les syndicats. Donc, ce webinaire va vraiment miser sur nos compétences comme gestionnaire pour accroître notre collaboration, pardon, pour accroître notre collaboration, permettre peut-être de clarifier certains rôles, certaines responsabilités, quelles sont peut-être nos obligations, nos responsabilités de base, mais essentiellement, par la fin du webinaire d'aujourd'hui, on souhaite que vous compreniez mieux comment davantage valser avec un syndicat plutôt que d'être en conflit avec un syndicat. Donc, on va voir là, comment est-ce qu'on peut construire des relations plus fortes, plus respectueuses avec nos collègues syndiqués. Donc, pourquoi ce webinaire? Bien sûr, pour renforcer nos compétences, hein? Améliorer de la façon qu'on gère les syndicats dans notre milieu de travail pour que la collaboration soit plus synergique. On l'offre aussi parce qu'on espère que ce webinaire va permettre de diminuer peut-être les conflits ou peut-être même les risques légaux qui sont présents dans votre environnement de travail. Quelques diapos sur la clarification des rôles, l'obligation au niveau des rôles. Puis bien sûr, le cœur du webinaire aujourd'hui, c'est comment on pourrait optimiser le climat de travail, donc établir des relations qui sont stables et respectueuses en milieu syndiqué. Donc, juste avant de sauter dans un petit quiz, puis avant d'aller plus loin, je vous présente un visage qui vous est peut-être familier, mon collègue, notre ami Pierre Léonard. Pierre a occupé différents postes dans sa vie, mais d'abord à OSSTF, il était responsable de dossiers, puis était aussi en appui aux unités de négociation, puis était aussi le porte-parole pour OSSTF. Et plus récemment, oui, on peut le dire comme ça, à l'AFO, comme responsable de dossier, directeur général adjoint et ces derniers 10 ans à l'AFO comme direction générale. Et puis, il a aussi travaillé, œuvré beaucoup, là, il a contribué dans des initiatives de ressources humaines, de relations de travail. C'est vraiment notre expert aujourd'hui, puis on est vraiment content de l'accueillir. Alors, bienvenue, Pierre. On va, juste avant aussi de plonger dans le vif du sujet, on va y aller avec un petit quiz. On veut savoir rapidement là, qui est dans la salle avec nous aujourd'hui. Alors, je vous invite à sortir votre cellulaire, ouvrir votre caméra, vous approcher du code QR. Vous devriez voir une petite barre jaune qui vous dit Open in Chrome, ouvrir dans votre furteur. On a deux questions très simples pour vous aujourd'hui. C'est quoi votre niveau d'expérience avec les syndicats? Puis comment est-ce que vous décriveriez votre expérience avec les syndicats? Allons-y, répondez en toute confiance, en toute confidentialité. Une fois que vous avez coché vos deux réponses, vous cliquez sur Envoyer et on va voir les résultats apparaître là, dans quelques secondes à l'écran pour tout le monde. Excellent, ça continue d'entrer.
C'est le fun. Donc, allons prendre le pouls des belles personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, en termes de niveau d'expérience, bien, la majorité des personnes ici aujourd'hui ont une expérience occasionnelle avec les syndicats. Donc, on a affaire avec eux ou avec des délégués une fois de temps en temps. Et puis, il y a quelques personnes qui n'en ont pas du tout, puis d'autres qui gèrent régulièrement avec les syndicats. Donc, ça, c'est en termes de fréquence, n'est-ce pas? Allons voir la qualité de votre expérience. Donc, ben ça, je suis agréablement surprise et ça fait du bien de voir ça. Donc, en général, votre expérience, elle est plutôt positive. Certains ont indiqué plutôt négative, mais il n'y a personne qui a mis très négative. Fait que pour les gens qui ont mis plutôt négative, on va essayer de vous amener dans le plutôt positif. Ceux et celles qui ont indiqué plutôt positive, on va essayer de vous amener un peu plus dans le très positif. Voilà. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, quelques minutes sur comprendre les syndicats, juste quelques définitions, question d'avoir une compréhension commune de ce qu'on entend par syndicat, droit de gestion, représentant syndical. Fait qu'on va faire un petit peu de ménage dans tout ça. Relation employé-employeur, une petite diapositive là-dessus, mais le cœur de la présentation aujourd'hui, c'est des stratégies gagnantes, des pratiques essentielles en milieu syndiqué. On va terminer avec des do's and don'ts, quelques pièges et risques qui nous guettent des fois quand on transige avec des syndicats, astuces et impacts également. Donc, dans tout ça aujourd'hui, c'est sûr qu'on veut que le webinaire soit aussi pertinent et utile pour vous. Profitez de l'expertise de mon collègue Pierre, utilisez le clavardage ou le chat, dites des commentaires, posez des questions. Je m'assure, je m'engage à le monitorer tout au long du webinaire. Et lorsque je jugerai opportun, je pourrai couper la parole à Pierre, puis transmettre là, vos commentaires et vos questions. Donc, ne vous gênez pas, utilisez le clavardage. Juste avant de sauter dans le sujet, pour ceux et celles qui ont suivi plusieurs de nos webinaires, vous reconnaissez sûrement ce diagramme, hein, les expectatives en leadership de gestion. Aujourd'hui, je ne fais pas le tour de tout ce qui est là-dedans, mais je vais faire un petit clin d'œil avec des lunettes syndicats, si on veut dire. Donc, quand on parle de gérer des syndicats, de travailler avec des représentants syndicaux, où est-ce que ça fit avec ce que les dirigeants ou les administrateurs peuvent s'attendre de moi? Bien, ça s'insère vraiment bien avec le premier énoncé en haut de la liste, contribuer à la mise en œuvre de la mission. Quand on travaille bien avec les syndicats, les représentants syndicaux dans nos milieux de travail, quand la collaboration puis que la communication elle est étroitement serrée, c'est sûr que ça nous aligne avec la mise en œuvre de notre mission. On est capable de faire notre job, d'actualiser notre mission de façon beaucoup plus positive dans un environnement qui est tellement plus coopératif, hein? On sert bien notre clientèle. L'autre aussi, je pense, qui va bien là-dedans, c'est mobiliser et engager le personnel. Quand on prend le temps d'avoir des communications fréquentes, continues avec le syndicat, hein, quand on considère l'opinion, les recommandations, les idées du syndicat, quand le syndicat a l'impression, pas juste l'impression, mais quand le syndicat sait que sa voix est entendue ou considérée, normalement, le syndicat et ses membres sont tellement plus enclins à endosser toutes nos belles idées, nos belles initiatives de changement. Donc, ça fit en haut là. Puis, on va un petit peu plus à gauche, ce que les autres gestionnaires s'attendent de moi. Fait que le lien entre les gestionnaires et le syndicat, c'est ce qui me venait à l'idée ici, c'est au niveau de la collaboration sur les initiatives systémiques. Puis, il n'y a rien de plus frustrant quand au sein d'une organisation, puis là, je vais me référer à mon ancienne vie professionnelle comme direction d'école, il y avait des conventions collectives, bien sûr, dans notre conseil scolaire. Mais vous savez, quand une direction ou un gestionnaire ne s'aligne pas
avec les décisions collectives ou les décisions d'équipe et décide, je vais le dire comme ça, là, de faire à sa tête et de faire vivre les initiatives ou de faire vivre la convention collective à sa guise, ça crée des conflits, ça crée de l'ambiguïté, les gens remettent des choses en question, puis essentiellement, ça finit par créer un climat de méfiance ou de non-respect de collégialité, de collectivité. Donc, je pense que ça fit là. Tu sais, je pense que comme gestionnaire, on a à s'harmoniser puis à être fort derrière les décisions collectives, corporate qui sont prises. Il y a aussi ce que les employés s'attendent de moi. Fait qu'en termes de syndicat, relation avec les employés s'attendent à ce qu'on soit clair sur où on s'en va et ce qui est vraiment important, donc nos priorités. Donc, quand on travaille étroitement avec le syndicat pour communiquer clairement nos objectifs, communiquer clairement nos grandes attentes, c'est bien plus facile ensuite pour le syndicat de les comprendre puis de s'aligner avec nos priorités et nos attentes. Ensuite, ce que les employés s'attendent de moi, il y a un énoncé ici qui dit tenir les employés sous-performants imputables. Bien, quand il y a des belles relations positives avec les syndicats, on a tendance à être plus transparent aussi avec eux pour aborder les problèmes de performance. Puis quand on est transparent, on est clair, on fait les choses comme il faut, il y a beaucoup plus de collaboration avec le syndicat pour travailler la sous-performance de manière plus juste et constructive. Puis enfin, en termes d'expectatives de leadership, de gestion, il y a ce que je m'attends de moi-même. Puis ici, je pense que maintenir un équilibre travail-vie personnelle, ça fit bien ici. Parce que quand je sens que j'ai une relation qui est solide, une relation de confiance, une relation qui est positive avec le syndicat, ben, mon travail, mes initiatives en changement se font de façon tellement plus harmonieuse. Et ça réduit mon stress. Puis ça m'aide à avoir un meilleur équilibre travail-vie pour moi et pour le reste des gens qui m'entourent, je pense. Donc voilà, on voulait faire un petit clin d'œil à notre fameux diagramme d'expectative en leadership de gestion, puis faire le lien ici avec toute la question là, de synergie avec les syndicats. Sans plus tarder, je ne veux pas prendre plus de temps, je veux vraiment ici laisser toute la place du webinaire à mon collègue Pierre. Fait qu'on y va, Pierre, on commence avec la compréhension commune, comprendre les syndicats. Je te cède la parole. Micheline, puis je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Comprendre les syndicats, c'est important et on va le voir pourquoi. Mais je peux vous dire, c'est important pour les employeurs, mais c'est aussi important pour les syndicats de bien connaître leur rôle. J'ai travaillé comme une quarantaine d'années, donc à peu près la moitié comme représentant d'employeurs dans le domaine de la relation de travail et l'autre moitié, comme Michel l'a dit, avec les syndicats et aussi dans le domaine de la relation de travail. Donc, vos questions, peu importe la perspective, sont les bienvenues et les commentaires, comme Micheline l'a dit, on va monitorer le chat, puis on pourra vous offrir des réponses et des commentaires au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce qu'est un syndicat? La plupart de vous ont de l'expérience des syndicats, donc il n'y a pas de surprise ici. Un syndicat est une organisation formée par des travailleurs, des travailleuses et les salariés ou des salariés dans le but de protéger et de promouvoir leurs intérêts collectifs. Les syndicats agissent comme des représentants des travailleurs auprès des employeurs, négocient des conditions de travail telles que les salaires, les avantages sociaux, les honoraires, les congés, et ainsi de suite. Les syndicats jouent un rôle dans la défense des droits des employés, la sécurité au travail et la résolution des conflits entre employeurs et employés. En résumé, la raison d'être du syndicat est là pour améliorer les conditions de travail et protéger les droits et les privilèges de ses membres. Cela dit, il ne faut pas négliger le droit de gestion de l'employeur. L'employeur retient tous ses droits, sauf ceux qui sont limités ou encadrés par la convention collective et les lois pertinentes. Ce que je veux dire par ça, prenons un exemple. La pratique d'accorder les congés de vacances selon les besoins de l'employeur demeure intacte, nonobstant l'ajout d'une clause d'ancienneté dans la convention collective. Cependant,
Si la Convention prévoit que les congés sont accordés en fonction de l'ancienneté, bien, vous n'avez pas de choix que de l'appliquer et qui peut peut-être rendre la question de répondre aux besoins de l'employeur un peu plus difficile ou avec des défis. Mais l'employeur a négocié cette clause-là, il faut la respecter. Les syndicats ont trois grands rôles. Représenter collectivement les employés, négocier la convention collective et protéger les droits des employés. Les rôles et responsabilités d'un syndicat sont statutaires. OK? Ce n'est pas les choses que le syndicat fait parce que ça lui tente. Le syndicat a des obligations légales qui sont encadrées par la loi sur la relation de travail, entre autres, ou selon l'équivalent, la loi équivalente, là, selon la province. Maintenant, qu'est-ce qu'un représentant ou représentante syndicale, ou communément appelé un ou une déléguée? C'est la personne désignée par le syndicat pour représenter ses intérêts et ceux des employés syndiqués. Habituellement, le syndicat désigne une ou un délégué par lieu de travail. Typiquement, cette personne est un employé membre de l'unité de négociation couvert par la convention collective. Il peut aussi y avoir des délégués au niveau régional, provincial ou même fédéral. Cela dépend de l'employeur et du syndicat. Puis, ces différents niveaux de palier-là ont différents rôles. Et typiquement, le délégué syndical s'occupe des dossiers locaux de l'unité de négociation avec l'employeur. Il est important que la direction sache officiellement qui est et qui n'est pas une ou un délégué. Là où le délégué dispose de certains droits dont les employés réguliers ne bénéficient pas. Nous y reviendrons plus tard là, dans la présentation. Qu'est-ce qu'un droit de gestion? C'est le pouvoir ou l'autorité conférée à l'employeur ou ses représentants, comme superviseur, gestionnaire, et ainsi de suite, de diriger ses activités dans le respect des dispositions de la convention collective. Comme on a déjà dit, en principe, l'employeur maintient tous ses droits de gestion, sauf ceux qui sont encadrés ou limités par les modalités de la convention collective et les lois pertinentes. Les gestionnaires ont le droit de diriger leurs opérations et de prendre des décisions concernant la gestion quotidienne, le personnel et les processus de travail, entre autres. Cependant, le droit doit être exercé dans les limites établies par la convention collective qui a été négociée, évidemment, par les deux parties, c'est-à-dire les représentants de l'employeur et les représentants du syndicat. Nine, Oui, je viens tu de vas me me voir dire? que je suis en sourdine. Jusqu'à date, Pierre, comme on a affaire avec des personnes qui ont quand même une certaine expérience avec les syndicats, je pense que les définitions sont un bon rappel. Ça nous permet d'être sur la même page. On va vite passer au quiz. Fait, c'est quoi votre niveau de compréhension des syndicats? Fait que vous savez ce que c'est un syndicat, vous savez ce que c'est un droit de gestion, vous savez ce que c'est un représentant syndical. Donc, allons-y quand même, évaluons notre niveau de compréhension de tout ça. Donc, c'est la même routine, caméra devant le code QR. Je le teste toujours pour m'assurer qu'il est bel et bien fonctionnel. Et puis, allez coter votre niveau de compréhension sur une échelle de 1 à 6. 6, une extrêmement bonne compréhension des syndicats, puis 1, je ne comprends pas du tout les syndicats, mon droit de gestion, ce qu'est un représentant syndical. Ça va bien, là, les réponses entrent. Je vais en attendre peut-être une autre ou deux avant de regarder nos résultats collectifs. N'oubliez pas de cliquer sur envoyer ou soumettre. Bon, alors, bon, il n'y a personne qui est dans une très faible compréhension, je vais le dire comme ça. Il n'y a personne qui s'est donné une ou deux étoiles, mais selon peut-être notre expérience, nos rôles, tout ça, là, on se situe à différents niveaux de compréhension. Fait que
Tu sais, espérons qu'avec le webinaire d'aujourd'hui, là, que tout le monde va bouger un petit peu sur le continuum et aller rejoindre nos 17% là, qui sont à 6. Pierre, as-tu un commentaire, toi, sur les résultats? C'est-à-dire pas compris. Vraiment dépendant de notre niveau d'interaction, il y a une différence entre être négociateur pour l'employeur, qui exige une très bonne compréhension des syndicats, et être la personne de première ligne qui a à gérer le quotidien. Et cette personne-là peut-être connaît bien la convention collective, mais ça ne veut pas dire qu'elle comprend bien les syndicats. Mhm. Bon point. Excellent. OK. Continuons. Parle-nous, Pierre, de relations employé-employeur. OK. À la base, au front line, si je peux dire ça, il y a deux sortes de chapeaux pour le gestionnaire leader. Il y a le chapeau de l'interaction avec le ou la déléguée syndicale, et ensuite le chapeau avec cette même personne, mais dans le contexte d'un employé. Lorsque le gestionnaire leader interagit avec la personne déléguée syndicale, c'est une relation de pair, sont égales au niveau de la discussion ou de la résolution différente. En d'autres mots, le délégué syndical devient compère lorsque cette personne joue le rôle de délégué. Son rôle de délégué est distinct et séparé de son rôle d'employé. Donc, la relation de facto en est une de pair entre là où le superviseur et là où le délégué. Dans le contexte délégué, comme employé, c'est une relation hiérarchique. Hein, le superviseur, c'est un supérieur, on peut dire ça, à l'employé dans le contexte du travail. Le délégué est dans son rôle d'employé, donc il n'a plus la protection de la loi sur le de travail comme délégué. Cette relation touche les aspects de pouvoir organisationnel pour le superviseur, donc la supervision du travail, l'évaluation de rendement, la prise de décision, etc. Un même comportement par un délégué doit être géré différemment qu'un comportement pour l'employé. Je m'explique. La relation de pair. Bon, là, le délégué argumente avec le superviseur, il lui coupe la parole, remet en question ses décisions dans le contexte d'un dossier syndical. Cela ne peut pas être interprété comme de l'insubordination, parce que la personne exerce ses obligations. Dans le contexte que cette même personne déléguée est un employé. Donc, le superviseur donne la rétroaction sur le travail de l'employé, qui est aussi un délégué. Mais là, cet employé-là assume les mêmes comportements que comme délégué. Donc, d'un mot, il coupe la parole du superviseur, remet en question ses décisions, et ainsi de suite. Mais cela peut justifier une mesure disciplinaire pour de l'insubordination. Donc, c'est pour ça, au début, je disais que c'est important pour un superviseur de s'assurer qu'il connaît officiellement qui est la personne déléguée et qui ne l'est pas. C'est bon. S'il y a des questions, des commentaires, tout le monde, n'hésitez pas d'utiliser le chat pour Pierre. Je pense que jusqu'à date, Pierre, ce sont des belles informations. Celui-là, pour moi, c'est toujours un rappel parce que je me suis déjà dit, tu sais, dans mon ancienne vie, oh, je peux pas croire que ce délégué-là me parle comme ça, mais c'est vrai que dans la relation de pair, on est plus, je veux peut-être pas dire collègue, mais oui, on est pair parce qu'on travaille à résoudre des conflits. On a peut-être des intérêts différents, mais les deux, on veut travailler à une solution de conflit, tandis que la relation hiérarchique, c'est vraiment superviseur-employé. Oui. Bon rappel. Donc, comment naviguer efficacement dans un environnement syndiqué tout en maintenant de bonnes relations de travail? Comment est-ce qu'on fait pour gérer dans un environnement où le syndicat est présent? Allons-y. Et quelques points à retenir. Pardon. Le gestionnaire leader doit comprendre la convention collective pour bien respecter les droits des employés. Le superviseur leader
Le gestionnaire leader n'est pas obligé d'être d'accord avec ce qu'il y a dans la convention collective, mais il doit quand même respecter. Laisser passer des choses peut créer des limites pour l'avenir. Tolérer certains comportements difficiles, des façons de travailler qui n'est peut-être pas exactement la meilleure pratique, des agissements, de passer des droits. Il faut faire attention parce que cela peut créer des précédents potentiels. Il faut bien respecter les modalités de la convention collective dans son libellé et son intention. Et là, je me répète, sinon vous risquez de créer des précédents qui peuvent faire en sorte que le syndicat obtient des gains ou les employés obtiennent des privilèges qui ne sont pas dans la convention collective. Donc, une pratique établie peut être néfaste aux droits de gestion. Un exemple, c'est l'allocation des congés. Presque toutes les conventions collectives ont une forme de droit à un congé spécial pour des raisons urgentes. Prenons une situation où le sol est inondé. Donc, l'employé demande un congé spécial pour cette situation urgente parce qu'il doit le régler immédiatement. Ça, c'est une raison légitime pour justifier un congé. Par contre, il y a un autre employé qui demande un congé spécial. La personne dit, je suis en retard dans mon magasinage de Noël, j'ai fait beaucoup de surtemps, c'est pas de ma faute, il me reste juste une journée pour faire mes achats, donc situation urgente, je veux avoir un congé spécial. Bien, peut-être que ce n'est pas défini raison urgente de la convention collective, mais il va sans dire que l'intention d'urgence est une situation imprévisible. Et même si l'intention de cette clause n'a pas été discutée à la table de négociation, les arbitres vont maintenir une interprétation raisonnable de la part de la direction. Donc, la direction dit à l'employé qui veut un congé pour faire ses achats de Noël, il va dire non, à mon avis, ce n'est pas urgent et ce n'est pas accordé. Rappelons-nous que l'interprétation de la convention collective est un droit de gestion. Le syndicat, lui, a la responsabilité de contester cette interprétation par la voie de procédure de grief. Les deux principes-là sont encadrés par la jurisprudence arbitrale et la très grande majorité du temps, l'arbitre ou les arbitres vont respecter l'interprétation de l'employeur d'une clause si cette interprétation-là est raisonnable. OK. J'entends ici le mot raisonnable. C'est intéressant, c'est de se rappeler de l'intention parce que des fois, en ce qui est écrit, puis comment on l'interprète, on a tendance à vouloir l'interpréter des fois à notre saveur ou à notre faveur. Pierre, il y a une question qui est arrivée, puis je vais te la lire telle quelle. Qui représente le délégué syndical dans une mesure disciplinaire en lien avec l'emploi? Donc, ici, ce que je comprends, c'est s'il y a une mesure disciplinaire à donner au délégué syndical, qui le représente? Bonne question. Et ça dépend aussi de la structure du syndicat. Donc, ça peut varier. Mais en principe, le délégué syndical peut être représenté par un autre employé de l'unité de négociation, qui a peut-être de l'expérience dans le domaine, ainsi de suite, ou ça va être un représentant à un autre niveau, comme par exemple le représentant régional du syndicat va se joindre au délégué syndical pour la rencontre avec l'employeur. Mais un délégué syndical qui fait l'objet d'une mesure disciplinaire à titre d'employé a les mêmes droits d'être accompagné et représenté que tous les autres employés. OK. OK. Parfait. Là-dessus, j'ajoute que l'employeur n'a rien à dire sur qui représente l'employé. Okay? En d'autres mots, l'employeur ne peut pas dire que, disons, Micheline et moi, nous sommes collègues. Moi, je suis le délégué. À titre d'employé, je suis accusé d'insubordination. Je demande à Micheline de m'accompagner, qui est ma collègue, qui travaille avec moi. L'employeur ne peut pas dire non, Micheline ne peut pas te représenter parce que ce n'est pas une déléguée syndicale. Okay? C'est le syndicat qui décide ça. Que l'employeur peut dire, par contre, OK, Micheline est une employée, elle te représente, je vais respecter ça,
mais étant donné qu'elle est employé, on va se rencontrer après les heures de bureau. OK? C'est pas à cause que tout à coup, tu es désigné une déléguée temporairement que tu peux laisser aller tes tâches. OK. Intéressant. OK. Excellent. On continue? Quoi d'autre qui serait à retenir? Si l'employé ne respecte pas une modalité de la convention collective et qu'à titre de superviseur, tu le remarques sans agir, tu deviens responsable de ce comportement-là. Tu l'as toléré. Donc, encore une fois, je reviens au concept des précédents potentiels. Il ne faut pas oublier que les gestionnaires ont le droit de diriger, même l'obligation de diriger leurs opérations et de prendre des décisions concernant la gestion quotidienne, le personnel, le processus de travail, etc. Et encore une fois, je répète que ce droit doit être exercé dans les limites de la convention collective. Néanmoins, il y a un concept important, aussi établi par la jurisprudence arbitrale, le concept en anglais obey now, grieve later. OK? Obey now, grieve later, c'est si l'employé ne respecte pas ce principe, elle ou il peut être assujetti à une mesure disciplinaire. Par exemple, le superviseur décide de changer l'horaire des pauses. Pour des besoins opérationnels, le superviseur change la pause de 10h30 à 11h. L'employé s'objecte parce qu'elle a l'habitude, la personne, de prendre ses pauses à 10h30. Elle n'est pas d'accord. Même si l'employé a raison, disons que la pause à 10h30 est encadrée dans la convention collective. L'employé dit au superviseur, écoute, c'est dans la convention, 10h30. Le superviseur dit, too bad, so sad, moi, je vais avoir les pauses à 11h maintenant. Et l'employé doit respecter la directive du superviseur et poursuivre sa doléance par l'entremise d'un grief. Dans le concept Obey Now, Grieve Later, l'employé n'a pas le droit d'ignorer la directive. Cela dit, il y a certaines exceptions assez limitées, puis c'est des cas de santé et sécurité. Les employés ont le droit de refuser du travail dangereux qui menace leur santé ou leur bien-être. Il y a tout un processus là-dessus, puis ça, c'est l'objet d'un autre webinaire, là, donc je n'entre pas dans les détails. Mais disons 90% du temps, l'employé doit respecter la directive et déposer un grief à une date ultérieure. Pierre, j'aimerais ça, je pense que le temps nous le permet, là. Le premier point sur cette diapo ici, si l'employé ne respecte pas une modalité de la convention, je le remarque, je n'agis pas, j'en deviens responsable. Fait que peux-tu me donner un exemple peut-être par rapport à, je sais pas, dans la convention, un employé doit demander un préavis pour prendre un congé spécial. Il l'a pas demandé, mais il l'a quand même pris. Je ne sais pas si l'exemple est pertinent, mais j'aimerais ça le comprendre à l'aide d'un exemple, celui-là. Oui, ça, c'est un bon exemple. Ça, il y a des conventions qui vont dire qu'il faut que tu donnes une journée de préavis pour un certain congé. Le superviseur tolère des demandes de congé à la dernière minute. C'est dans 15 minutes de préavis, par exemple. Là, le superviseur du superviseur découvre qu'il y a cette pratique-là. Bien, le superviseur du superviseur ne peut pas imposer de mesures disciplinaires aux employés qui ne donnent pas le préavis. Parce que c'est le superviseur qui a toléré ça, donc il est responsable de son comportement-là. OK. OK. Donc, le superviseur peut être assujetti à une mesure disciplinaire, mais pas le personnel, parce que, là, encore une fois, je me répète, là, le superviseur l'a toléré. OK. OK, je comprends mieux. Il y a une autre question aussi. Comment agir lorsque la convention collective qu'on trouve contient des clauses dont les employés abusent? Par exemple, des enquêtes externes en cas d'allégation de harcèlement et qu'à chaque désagrément, les employés se plaignent d'harcèlement. Fait que, ouais. Fait que ici, ce que je comprends, là, tu sais, je vais le dire comme ça, là, on s'accroche à la convention collective à chaque fois qu'on se fait critiquer, mais la critique est perçue comme du harcèlement fois après fois, là. C'est un peu ça que je comprends dans la question. Oui, et ça, je veux dire, ce n'est pas hypothétique, hein. Ça arrive beaucoup, ça, que
des employés, les délégués syndicaux, vont exploiter, disons, des clauses. Ça demeure la responsabilité du superviseur de, je vais dire, maintenir le cap. En d'autres mots, de ne pas être intimidé, de ne pas agir à cause du risque d'être accusé d'intimidation. J'en conviens, c'est pas facile. Mais si la personne accepte que n'importe quelle excuse est bonne pour créer harcèlement, bien, ça devient la façon de faire dans la convention collective. Donc, il faut agir en dépit de ce comportement difficile et de bien gérer la situation. Et s'il y a des accusations d'harcèlement, bien, OK, il va y avoir une enquête. La définition d'harcèlement, elle est très vaste, mais elle est quand même contextualisée selon beaucoup de jurisprudence arbitrage. Et puis, si on veut briser ce cycle d'accusation continue d'harcèlement, il faut vraiment prendre le taureau par les cornes, puis vivre un, deux, trois situations qui vont faire l'arbitrage. L'autre chose, c'est s'il y a une bonne relation entre le délégué syndical et le superviseur, ou même à un niveau supérieur à ça, comme la direction de ressources humaines, par exemple, et le représentant syndical au niveau régional et provincial. Ben, les syndicats ne veulent pas être pris à toujours défendre des cas d'harcèlement quand ils savent que c'est farfelu. C'est un gaspillage de temps, gaspillage d'argent, gaspillage de ressources humaines. Donc, s'il y a des bonnes communications, les deux représentants, peu importe le niveau, peuvent travailler ensemble puis gérer la situation. Parce que, comme délégué syndical, comme représentant syndical, j'ai déjà été obligé de rencontrer des membres, fermer la porte, puis dire OK, là, c'est assez. L'harcèlement, c'est pas ça. Voici ce qu'il y en est. Et donc, le syndicat peut prendre avantage de la situation pour éduquer ces gens et puis leur donner leur juste. Que des droits de gestion, c'est malheureux, mais c'est des choses qui doivent être respectées. Puis tu ne peux pas te défendre de l'harcèlement parce que les gens ne sont pas pris au sérieux lorsqu'on crie trop souvent au loup. Mhm. Mhm. J'aime ça l'expression crier trop souvent au loup. Puis, tu sais, quand je t'entends, Pierre, ça me rappelle à un moment donné, il y a quelqu'un qui me racontait, tu sais, qui était, cette personne-là était vraiment contente puis fière parce que ça après un 20-25 ans de carrière dans un poste de gestion, elle disait, tu sais, j'ai jamais eu de grief. Puis là, je me suis dit, ben, je sais pas si c'est bon ou c'est pas bon parce que si tu n'en as jamais eu, puis là, je le lance comme ça à large, c'est-tu parce qu'on a toléré trop de choses? On a peut-être trop essayé d'acheter la paix, je ne sais pas, mais tu sais, moi, je me dis des fois, comme je vais reprendre ton expression, là, tu sais, prendre le taureau par les cornes ou l'autre expression que j'ai déjà entendu dire, qui est peut-être démodée aujourd'hui, mais tu sais, comme s'affirmer, tu sais, comme vraiment mettre ses culottes, je sais pas si je peux le dire, mais tu sais, vraiment prendre ses responsabilités comme gestionnaire, puis faire les choses qui s'imposent, même quand elles sont difficiles. Puis plus souvent qu'autrement, je me suis rendu compte que le talent dans une organisation, là, tu sais, là, les bons employés, là, ceux qu'on veut cloner, s'attendent à ce que la gestion euh, prennent les décisions difficiles ou agissent sur la sous-performance, même si la gestion se fait traiter de harcèlement, parce que normalement, le talent fait la distinction entre harcèlement et critique ou redressement. Oui, de bons points. Euh, il y a une autre question ici, puis on va prendre celle-là, puis on va continuer après. Le délégué syndical a-t-il une responsabilité pour l'imputabilité des employés? Bonne question. Ça dépend du contexte, mais en général, non. Les obligations, les responsabilités déléguées syndicales, c'est de s'assurer que la convention est respectée, bien interprétée, mais ce n'est pas la personne qui va être responsable euh, de s'assurer que les employés arrivent à l'heure, par exemple. OK? OK. L'employeur, le superviseur, ne devait pas dire au délégué, veux-tu parler à ton monde, là? Parce que la ponctualité, là, ça fait dur.
que le superviseur OK. doit dire. Là, la ponctualité, là, commence à détériorer. Juste avertir que si ça continue, après mon avertissement aux employés, je vais imposer des mesures disciplinaires. Ben là, le superviseur vient de donner de la munition au délégué. Même s'il n'est pas imputable, le délégué, pour le comportement des employés, les chansons que la personne va voir sa gang, va aller voir les employés de l'unité de négociation, il va leur transmettre le message. Faites attention, la convention prévoit des heures et vous devez les respecter. Sans ça, vous pouvez être assujetti à des mesures disciplinaires, puis ça va être difficile de vous défendre. OK. OK. Bon, c'est bon. Merci pour la clarification. On continue. Un autre élément à retenir. Mais on a abordé ce sujet-là dans ce qu'on vient de discuter, puis avec tes questions, Micheline. Maintenir une communication efficace et transparente. S'assurer de la clarté des échanges. Fournir des informations précises, cohérentes et compréhensibles. L'écoute active. Être à l'écoute des préoccupations des délégués et des employés. Neutralité. Communiquer de manière objective et éviter les biais dans les discussions. En parlant de biais, c'est déjà arrivé, là j'étais représentant d'employeur, où le superviseur qui disait, quand le délégué allait le voir pour un processus d'évaluation de rendement qui peut-être n'avait pas été fait comme du monde, le superviseur dit au représentant délégué, ouais, c'est certain que tu vas parce que les syndicats sont là pour défendre les compétences. Ou si le délégué syndical approche le superviseur pour dire que, écoute, les gens, là, c'est trop exigeant, le superviseur dit, ben oui, on le sait, ça, les syndicats sont là pour défendre les paresseux. Ce superviseur-là ne comprenait pas que les syndicats défendent le droit des membres et protègent les membres contre l'application déraisonnable des droits de gestion. OK? Donc, le délégué, lui, c'était pas de défendre les compétences, c'était de défendre le droit de l'employé d'être assujetti à un processus qui est dans la convention collective. Et donc, ce biais-là faisait en sorte que c'était très difficile au niveau local de résoudre des différends et ça tournait souvent en grief, puis c'était réglé à un autre niveau. Là, c'est pas exagéré, 97% du temps, c'est en faveur du syndicat. Donc, il faut faire attention aux biais. On a le droit d'avoir des opinions personnelles, mais ça nous appartient. Ça ne devrait pas se traduire en comportement vis-à-vis le syndicat ou le personnel tant qu'à y être. So, si je comprends bien, Pierre, quand c'est réglé en faveur du syndicat, c'est pas nécessairement le comportement tel quel qui est réglé en faveur du syndicat, mais c'est que dans ma façon d'avoir géré soit le rendement ou mes attentes, c'est moi qui étais soit déraisonnable ou c'est moi qui n'ai peut-être pas respecté le processus d'évaluation du rendement, par exemple. Fait que c'est pas le rendement comme tel, mais c'est le processus que j'ai utilisé. Exactement ça, Micheline. Puis, je vous dis, là, entre nous, là, il y a juste toi et moi, Micheline, ici, là. Il y a des fois, comme représentant syndical, je me disais, j'espère que l'employeur a bien fait les choses. Parce qu'un employé incompétent ou difficile, c'est pas bon pour le reste des employés dans le lieu de travail. Ça peut être néfaste à leur comportement. Puis, une autre statistique, 90% des cas euh, au SSTF ou à l'AFO qui se rendaient à l'arbitrage pour du rendement insatisfaisant, le syndicat le gagnait avec le point que tu viens de faire, c'est que le processus ou le droit des individus n'a pas été respecté. Puis les arbitres ils disaient essentiellement, écoute, la personne est coupable du comportement, mais elle est innocente à cause du processus. OK. Ça me rappelle des, tu sais, pas personnellement, mais ça me rappelle des codes courts, des fois, tu sais, qu'on voit à la télévision. Là. Je ne vais pas dramatiser les choses, mais que, tu sais, des fois, des gens coupables s'en sortent juste parce que, c'est ça, là, on n'a pas été respectueux
d'un processus ou d'un fonctionnement. Bon, c'est pas le quoi, c'est le comment qui est en cause ici. Exactement. OK. OK, continuons. À maintenir, allons-y au niveau de collaboration et partenariat. Eh bien, cultiver la collaboration et le partenariat, c'est important. Établir des relations de confiance euh, par l'entremise de cultiver un climat de respect et de coopération avec les délégués. Favoriser la consultation. Impliquer le syndicat dans la décision touchant directement les employés, évidemment dans les limites de la convention collective. Alignement des objectifs. Travailler ensemble pour atteindre des objectifs communs et tout en respectant les besoins organisationnels. Cela prend du temps, mais c'est un investissement de temps parce que ça va faciliter plus tard la résolution différente. Et en parlant de consultation, il ne faut pas oublier que la consultation peut être une arme à double sens. Si vous avez le droit de prendre une décision, vous pouvez consulter sur les modalités de la mise en œuvre de la décision. Mais si vous consultez sur la légitimité de la décision, cela risque de porter atteinte à votre droit de gestion. OK? Par exemple, le, changer les heures de travail. Le superviseur a le droit de changer les heures de travail parce qu'il n'y a aucune limite dans la convention collective. Donc, le superviseur qui dit au délégué syndical, juste avertir, là, on va changer les heures de travail, des raisons opérationnelles. Comment on le fait, on peut en discuter, mais le changement d'heure n'est pas négociable. OK? La personne, pour utiliser ton terme tantôt, Micheline, le superviseur dit le quoi n'est pas négociable et le comment on peut en discuter. Si le superviseur commence à consulter le délégué syndical sur est-ce que je devrais changer les heures, est-ce que je pourrais changer les heures, bien là, le superviseur est en train d'établir un précédent, il est en train de euh, diminuer, créer une érosion du droit de gestion de changer les heures. Donc, la consultation a sa place, mais ce n'est pas de la poudre magique pour tout et n'importe quoi. Mhm. Mhm. Faut être spécifique par rapport à la consultation. Puis, ça me ramène au diagramme du début. Tu sais, dans les expectatives de leadership de gestion, les employés, normalement, puis là, je vais peut-être même aller jusqu'à dire les employés raisonnables, parce que tu as utilisé ce mot-là tantôt, s'attendent à ce qu'on les prenne les décisions difficiles. Tu sais, on s'est déjà fait dire un peu tout le monde ici, that's why you get paid the big bucks. Fait que quand il y a une décision difficile, le talent, les employés responsables s'attendent à ce qu'on se responsabilise et qu'on la prenne la décision. L'employé raisonnable s'attend aussi, puis je vais aussi inclure le syndicat là-dedans, là, mais on s'attend aussi à ce qu'on consulte les gens sur justement la mise en œuvre, le comment, le ça prendrait quoi pour que ce soit un succès ou une réussite chez nous. Ça Hmm. me rappelle une vidéo de Patrick Lencioni qui disait, tu sais, en parlant des employés, mais je pense que c'est vrai pour les syndicats aussi, il disait en anglais, If they don't weigh in, they don't buy in. Puis weigh-in, ça ne veut pas dire qu'ils participent à la décision finale. Ça veut dire qu'ils ont leur voix est entendue sur comment est-ce qu'on va s'y prendre. Ça prendrait quoi, quel genre de ressources, quel genre d'accompagnement, combien de temps, etc. Tu sais? Mais je pense que c'est ça ici, là, dans la collaboration puis le partenariat. C'est pas mes droits Oui, de gestion à tout prix. Puis, tu sais, Pierre, juste avant qu'on commence le webinaire, toi et moi, on jasait du contenu du webinaire. Puis, l'analogie qui m'était venue à l'esprit, c'est, et là, je veux pas être morbide, gang, mais je pensais à des exemples, tu sais, d'une personne qui m'est très, très chère à moi, à un moment donné, a été atteinte du cancer. Puis, elle disait, ben Micheline, j'ai deux choix. Soit que je me batte contre ou que j'apprenne à valser avec. Puis, je trouvais que l'analogie se prêtait aussi avec notre relation, notre synergie avec les syndicats. On peut bien se battre contre, mais ils sont là pour rester. Fait que pourquoi est-ce que j'apprendrais pas justement à valser, hein? Une danse, c'est tellement plus beau qu'une bataille aussi. Mais quand on apprend vraiment à avoir une synergie et une belle collaboration, normalement, les choses vont mieux. Ça se cultive, tout ça. oui.
OK. Dans le temps qui nous reste, passons rapidement, parce que je vois pas d'autres questions jusqu'à date. Passons rapidement un petit résumé des 12 and don'ts. Puis on va regarder d'abord les 12, Pierre. Je les mets là, les 5 12. Peux-tu passer à travers la liste? OK, mais je viens de remarquer qu'il y a une question là dans le chat. Veux-tu que j'aborde ça? Oui, vas-y donc, je l'ai pas vu, moi. OK. OK. Ça, c'est une question difficile. Comment gérer question de rendement insuffisant lorsqu'il y a une condition médicale? Ici, l'exemple, c'est santé mentale, mais ça peut être aussi santé physique. Ben, un employé doit être accommodé, mais il faut que l'employé soit capable de démontrer des preuves médicales qu'il a une situation médicale qui doit être accommodée. Ensuite, l'employeur, s'il y a des doutes, peut questionner le certificat médical pour l'envoyer à quelqu'un d'autre, un de ses médecins, par exemple, mais il faut qu'il y ait des doutes raisonnables pour faire ça. Après ça, c'est l'employeur qui accommode l'employé. Ce n'est pas l'employé qui exige ses propres accommodements. OK? Et lorsqu'on accommode quelqu'un, on commence par voir si on peut l'accommoder à l'intérieur de son poste. Si on ne peut pas l'accommoder à l'intérieur de son poste, on a droit de le placer dans un autre poste à l'intérieur de la convention collective. S'il n'y a pas de poste à l'intérieur de la convention collective, on peut l'accommoder au sein de l'employeur. Puis l'obligation d'accommoder, c'est très puissant dans le sens que l'employeur peut accommoder un employé sans tenir compte de l'ancienneté. OK? Il peut aller au-delà des bornes de la convention collective. Donc, si un poste devient vacant, il pourrait accommoder l'employé, mais que la convention dit que le poste est comblé par l'entremise de l'ancienneté, l'employeur a le droit de dire je ne respecte pas l'ancienneté en ce cas ici parce qu'il y a un employé qui a besoin d'être accommodé, et cela a priorité. Ça aussi, je me permets, Pierre, puis je sais que ça pourrait être un webinaire juste là-dessus, mais la question qui me vient en tête, parce que elle nous arrive souvent ici chez Discutus, c'est l'employé qui se dit anxieux. Est-ce que ça le met à l'abri de toute mauvaise, à l'abri de tout rendement insuffisant? On entend souvent parler d'anxiété, hein? C'est quelque chose qui est devenu un petit peu plus commun. Je ne sais pas si c'est une réaction face à ceci. Ouais, ben, les cas de santé mentale, c'est très difficile parce qu'il faut faire attention de ne pas porter de jugement. Mais il faut se rappeler que une situation de santé mentale, c'est comme une situation de santé physique. L'employeur a le droit d'exiger des preuves adéquates qu'une situation médicale réelle et peut aussi demander au médecin de donner des pistes d'accommodement. OK? OK. Donc, ça se gère, mais c'est pas facile, mais il faut pas juste le tolérer non plus. OK. C'est bon. Merci beaucoup. Excellent. Donc, allons-y avec les 12, les 5. Il y en a plus que ça, là, mais c'est un résumé. Ouais, 5 choses, 5 12. OK. Donc, les premiers 12, communiquer clairement, maintenir une communication ouverte et régulière avec les représentants syndicaux. 2, respecter la convention, adhérer scrupuleusement à la convention collective. N'oubliez pas, par contre, c'est le libellé et l'esprit de la convention. Collaborer, c'est-à-dire travailler de manière constructive avec le syndicat pour résoudre les problèmes différents. Former, se former sur les droits syndicaux et les lois du travail. 5, reconnaître, valider les contributions et préoccupations des employés syndiqués. Pour les Excellent. don'ts, Oui, ignorer les griefs, ne pas négliger ou retarder la réponse aux plaintes des employés. Si vous ignorez un grief, le litige va se rendre à l'arbitrage. C'est un processus qui est ardu et dispendieux. Décider unilatéralement. Éviter de prendre des décisions qui affectent les conditions de travail sans consulter au préalable, mais rappelez-vous de ce qu'on a dit avec consulter. Et ce n'est pas une poudre magique, puis ça a sa place, mais dans un certain contexte. Puis, décider unilatéralement, on pourrait aussi dire décider arbitrairement. Ça, les arbitres n'aiment pas des décisions arbitraires.
parce que les conventions collectives ont un encadrement sur le droit de gestion. Le droit de gestion ne peut pas être exercé de façon arbitraire, il doit être exercé de façon raisonnable. Minimiser le syndicat, ne pas sous-estimer le rôle et l'influence du syndicat. N'oubliez pas que même si les employés sont responsables et loyaux envers l'employeur, c'est eux qui ont voté de venir syndiquer. Et peut-être même vous allez entendre des employés parler contre leur syndicat. Mais quand ça vient le temps, par exemple, pour un vote de grève, j'ai souvent entendu les employeurs dire non, les employés, là, ils aiment leur job, ils n'aiment pas leur syndicat, le vote ne passera jamais. Mais 9 fois sur 10, les employés vont respecter le syndicat. Ils savent que les syndicats sont là pour eux. Ils ne sont peut-être pas toujours d'accord avec le syndicat, mais ce n'est pas l'employeur qui les représente, c'est le syndicat. Donc, le syndicat a beaucoup d'influence sur les décisions collectives des employés. Conflit ouvert, éviter les confrontations directes inutiles avec les représentants syndicaux. Et puis, le dernier, peut-être le plus important, violation des droits, ne jamais enfreindre les droits légaux des travailleurs reconnus par la Convention. Voilà. Excellent, excellent. Donc, allons-y, petit quiz. On vient de voir différentes façons de naviguer dans un environnement syndiqué. Alors, des stratégies gagnantes, des rappels, des do's and don'ts. Fait que comment est-ce que vous évaluez? Comment évaluez-vous vos capacités à naviguer dans un environnement syndiqué? Fait que même chose, faites juste rouvrir votre fenêtre. La question devrait se rafraîchir dans le Slido. On s'auto-évalue, vous envoyez votre réponse. Alors, 1 étoile, j'ai de pauvres capacités. C'est extrêmement difficile pour moi de naviguer dans un environnement syndiqué. À 6 étoiles, j'ai d'excellentes capacités. Je me sens très, très capable de naviguer dans un environnement syndiqué. On va aller voir l'ensemble de nos réponses dans 15 secondes. OK, allons voir ce qu'on a jusqu'à maintenant. Donc, c'est bon, on est vraiment sur le continuum beaucoup plus de la force, de la capacité que de l'incapacité. Presque tout le monde s'est donné 4, 5 étoiles. Allons voir quelques pièges. On a identifié 2 pièges pour aujourd'hui et les risques de tomber dans ces pièges, ainsi que quelques astuces et impacts. Donc, le premier piège est en lien avec la communication avec le délégué. Pardon. Fait que le piège, c'est assumer, prendre pour acquis que les objectifs du représentant syndical ou du syndicat dans son ensemble sont toujours en opposition avec ceux de la gestion. Fait que c'est déjà là de croire là, que moi, je vais voir les choses de telle façon, puis le syndicat va les voir différemment, puis on va toujours être opposés l'un à l'autre. Mais si on entre dans une relation ou une collaboration avec ce piège-là, c'est sûr que et le rôle de la gestion et l'approche du syndicat en sera une sur la défensive. On va arriver là toujours dans le goût de se défendre et non pas de collaborer. Fait que ça va conduire à une approche défensive, une approche de conflit dès le début des discussions. Puis ça, ben, si c'est toujours comme ça, fois après fois, c'est sûr que ça va nuire à la relation professionnelle, puis à rendre la résolution de problèmes beaucoup plus difficile, puisqu'on va toujours être dans des oppositions. Comment se sortir de ça? Bien, c'est d'adopter une approche de communication qui est plus ouverte, hein? Avoir de l'ouverture. Puis avoir de l'ouverture, ça veut dire qu'on prend le temps de comprendre ce qui préoccupe le syndicat ou ses membres. Fait que c'est d'être capable de le poser aussi directement que ça. Qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce qui risque d'être difficile pour vous autres si on met ceci en œuvre? Fait
D'aller chercher tout ça, ça montre qu'on considère puis qu'on va traiter les personnes comme humaines. Prendre le temps de comprendre les préoccupations, prendre aussi le temps de comprendre les objectifs du délégué. Poser des questions comme qu'est-ce que tu espères? À quoi ça ressemble, toi, une résolution qui est gagnante-gagnante? Qu'est-ce qui est important pour toi ou pour les membres dans cette décision ici ou dans cette approche-ci? Comprendre les objectifs avant même de répondre ou de prendre des décisions. Toujours pour maintenir une communication ouverte et collaborative, proposer des réunions régulières pour discuter des questions en cours et anticiper les problèmes potentiels. Donc, pas avoir des communications, des rencontres juste quand ça va mal, mais de les avoir de manière récurrente, une fois à tous les 2 mois, à tous les trimestres. Mais si on se rencontre sur une base régulière, mais on risque d'être vraiment en train d'enrichir puis d'entretenir une rencontre. Moi, je vois ça un petit peu comme un compte en banque. C'est une façon de faire des dépôts à chaque fois que j'informe, que je parle, que je consulte, que je considère. Hein, je suis en train de faire des dépôts. Comme ça, quand il va arriver un problème que je vais devoir régler ou un enjeu que je vais devoir régler, ça va être un retrait. Mais tu sais, à la banque, plus je fais des dépôts, plus c'est facile de faire un retrait. Hein, ça fait un petit peu moins mal. C'est un petit peu la même chose ici avec la communication et la collaboration avec le délégué et le syndicat. L'impact, quand on établit un dialogue qui est constructif, ouvert, continu, régulier, on montre du respect mutuel pour les objectifs de chacun, des nôtres et des leurs. Puis à ce moment-là, on peut créer un environnement qui est plus collaboratif et qui mène souvent des solutions beaucoup plus créatives et acceptables. Puis j'ai le goût d'ajouter ici durable également. Euh, le deuxième piège, c'est au niveau de la contribution. Fait que le piège, c'est de minimiser le rôle des délégués syndicaux dans la communication et la résolution de problèmes. Ah, c'est pas important, je vais le faire à ma façon, c'est mon droit de gestion. Pierre, il en a un petit peu parlé tantôt. Quand je minimise le rôle des délégués, ben, je risque d'ignorer évidemment leur contribution parce que les délégués peuvent très bien contribuer à la résolution de problèmes. Fait que si j'ignore ceci, les choses seront moins fluides, on sera moins efficace dans la communication, puis ça va juste générer de façon générale un sentiment de mécontentement. Fait que l'astuce, oui, intégrer activement, proactivement les délégués dans les discussions préliminaires, puis de reconnaître officiellement, même publiquement, leur rôle contributif. L'impact, trouver, retenir des solutions plus durables et efficaces. Euh, Bon, j'espère qu'aujourd'hui, que ça vous a un petit peu mis l'eau à la bouche, ça vous a donné peut-être des idées, ça vous a peut-être permis de valider toutes les choses que vous faites déjà de bien, puis que vous dites, OK, c'est le fun, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je continue. Puis j'espère que si vous sortez de ce webinaire-ci avec peut-être au moins un rappel qui vous est utile ou un apprentissage qui vous est utile pour la suite des choses, mission accomplie. Prochaine formation gratuite, si vous faites partie d'un conseil d'administration, il y a celui de demain soir qui pourrait vous intéresser, les 5 habitudes d'un CA responsable. Et puis le 22 avril, une autre formation gratuite, la gestion du changement et l'intelligence émotionnelle. Ce sont 2 éléments indissociables. Gérer des changements, ça a beaucoup moins rapport à gérer des projets, ça a beaucoup plus rapport à gérer des mauvaises humeurs, gérer des réactions négatives, gérer de la résistance. Fait que c'est pour ça qu'on parle là, d'intelligence émotionnelle parce qu'on gère des êtres humains dans la gestion du changement. Alors, il y a celui-là. S'il y en a qui ont le goût de continuer la réflexion, d'en apprendre plus, de s'enrichir sur tout ça, il y a une formation qui dure entre une demi-journée et une journée complète, qui est beaucoup plus adaptée à votre réalité professionnelle, donc les syndicats et les relations de travail.
Il y a la formation à la découverte de mon style naturel de gestion, fait comment est-ce que je crée du buy-in, je navigue avec toutes sortes d'employés. La gestion du changement, cultiver l'imputabilité, une conversation à la fois. Donc, toute la question de conversation difficile, que ce soit avec les syndicats ou les employés. Il y a plein de petites astuces là-dedans qui peuvent être utiles. Euh, Petite nouveauté, si ça fait plusieurs webinaires que vous suivez avec nous, on les a presque toujours envoyés le lendemain ou le surlendemain. Ça, c'est fini. Fini les courriels de suivi, c'est remplacé par quelque chose de mieux. Notre section blog sur le site Internet va héberger tous les webinaires. Donc, c'est simple, il suffit d'être abonné à notre infolette, allez voir, c'est facile de s'abonner, prenez une photo du code QR et le tour est joué. Et si jamais que ce soit parce que vous avez envie de parler de syndicats, de relations de travail, de mon rôle de gestion, de mon rôle de leadership, bref, vous aimeriez parler de vos défis, fixez une rencontre gratuite avec nos experts en prenant une photo du code QR, vous avez accès aux experts chez Discutus qui vont vous offrir du temps pour entendre vos défis. Voilà, messieurs, dames, merci d'avoir été au rendez-vous cet après-midi. Bonne fin de journée et à la prochaine.